Bonjour à tous. Est-ce qu'on... Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans l'Instant Ayastan d'aujourd'hui. Alors, nous recevons aujourd'hui Nelly Poliakov, donc directrice marketing de Birthright Armenia. Bienvenue. Merci. Qui va nous parler de l'organisation. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept de Birthright Armenia? Alors, Birthright Armenia, en fait, c'est une ONG qui a été créée en 2003 par une Arménienne des États-Unis, Edel Ovnanian, qui, en fait, elle est partie sur le constat. Elle est venue en Arménie et elle s'est dit, ça suffit que la diaspora, elle découvre l'Arménie que à travers le tourisme et les activités un peu traditionnelles autour de la nourriture et de la culture et des traditions. Et du coup, elle s'est dit, il faut que la diaspora découvre le marché du travail de l'Arménie, les opportunités qui sont dans le pays. Et ça, c'était en 2003. Donc aujourd'hui, c'est bien plus amélioré, développé. Et elle s'est dit, donc je vais créer une ONG qui s'adressera à une certaine partie de la diaspora, les 21-32 ans exactement. Il fallait définir un âge, elle a défini celui-là, parce qu'elle s'est dit qu'après 32 ans, on avait d'autres aspirations personnelles. Du coup, elle s'est dit, les 21-32 ans, ce sera un programme avec lequel ils pourront découvrir les opportunités, les stages, les différentes entreprises qui existent en Arménie, et ils pourront faire donc du volontariat, mais sur le principe de leurs compétences. Pas venir, parce que quand on pense volontariat, on pense peindre des murs. Non, venir et apporter son savoir-faire. Si je suis dans l'architecture, je viens et j'apporte mon savoir-faire dans une entreprise liée à l'architecture. Et du coup, elle est partie de ce constat-là. C'était ça son objectif principal, et de lier la diaspora avec l'Arménie autrement. Et ça, pour le coup, ça marche et ça fait des années que ça existe. C'est ça le concept. Ok. Et alors, qui peut participer? Comment est-ce qu'on peut y participer? Est-ce qu'il faut absolument savoir parler l'arménien ou même plus particulièrement l'arménien d'Arménie, par exemple? Alors, qui peut participer à Birthright Armenia? Donc, comme j'ai dit, c'est les 21-32 ans qui ont un héritage arménien, donc au moins un des grands-parents qui est arménien, qui ne sont pas nés en Arménie. Et si jamais ils sont nés en Arménie, il faut qu'après 12 ans, ils aient quitté l'Arménie. Il ne faut pas qu'ils aient vécu plus de 12 ans en Arménie, s'ils sont nés en Arménie. Et il ne faut pas qu'ils aient vécu plus de 2 ans en Arménie non plus. Donc, c'est vraiment des gens de la diaspora de l'extérieur. Et donc, ça, c'est les critères principaux. Et le savoir parler arménien, ce n'est pas un critère. C'est mieux, on va dire, mais en fonction de si la personne sait parler arménien ou non, bah, c'est plus pour nous aider à la placer dans une entreprise qui a peut-être besoin de quelqu'un qui parle une autre langue et pas arménien. Mais c'est pas du tout un critère, et on a peut-être moins d'Arméniens qui parlent l'arménien que d'Arméniens qui ne parlent pas l'arménien. Okay. Et c'est pour ça que du coup, il y a des cours d'arménien 2 fois par semaine, gratuits, proposés par Birthright pour ceux qui veulent apprendre l'arménien. Ok. Et quand on cherche un stage ou un travail, est-ce qu'on peut trouver dans tous les domaines, par exemple, si on est plutôt, je sais pas moi, en droit, ou par exemple si on est en marketing ou autre, est-ce que c'est ouvert vraiment à tous les secteurs? Ouais. En fait, ça, c'est vraiment un truc important. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de parler là. C'est qu'en fait, on a plus de 1000 partenaires de Birthright Armenia, et c'est tous les secteurs qui existent en Arménie. C'est-à-dire qu'on a de l'architecture, on a du marketing, on a de l'IT, on a des nouvelles technologies, on a la médecine, on a les hôpitaux aussi, on a l'enseignement, on a plein d'écoles, plein d'universités, on a tellement on a la spéléologie, enfin, on a tout, quoi. C'est vraiment l'agriculture, tout. On touche absolument à tous les secteurs. Ok, donc ouais, tout le monde peut y trouver son bonheur. Et tout le monde y trouve toujours son bonheur. Okay. À titre d'exemple, en ce moment, on a un gars qui est professionnel de déminage. Ouais. On lui a expliqué que des mineurs compliqués quand même dans le territoire arménien. Ouais, bah oui. Du coup, on a tout fait parce qu'on n'envoie pas nos bénévoles en Artsakh pour l'instant, parce qu'on se dit que c'est un peu dangereux quand même, c'est encore peu fiable, et on ne pouvait pas l'envoyer en Artsakh, le seul endroit où il y a le déminage. Et du coup, on a tout fait et on lui a trouvé un stage avec Voma pour qu'il fasse des sessions d'entraînement pour les militaires arméniens. C'est super bien. Et il est super content, mais on a lutté, mais on lui a trouvé quelque chose. Oui, comme quoi, en fait, c'est-à-dire que même si en fait c'est un métier qui est rare, on va dire, entre guillemets, ouais, tout est mis en place pour que cette personne puisse trouver quelque chose qui lui correspond. Ça, et qu'au moins elle puisse apporter quelque chose. Bien si sûr. Jamais il n'y a pas exactement le truc qui lui correspond, au moins elle apporte son savoir-faire, c'est vital. Ok.
Très bien. Et est-ce que justement on a des retours, des expériences de jeunes qui participent, des retours qui ont pu en fait bien se passer, ou justement il y a une suite de rester en Arménie ou autre? Bah, en fait, je me suis dit, au cas où s'il y avait cette question, ce matin, en fait, la semaine dernière, il y a un bénévole qui nous a raconté un peu, genre, qui est venu nous voir en nous disant qu'il vient d'Argentine. Ok. Il est venu nous voir pour nous dire, franchement, ce que je fais là actuellement, c'est quelque chose que dans mon pays, j'aurais jamais pu faire avant 15 ans d'expérience. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai recontacté en lui disant, est-ce que tu peux me rappeler techniquement ce que c'est, juste pour que je m'en souvienne? Et en fait, lui, il est dans le droit. Et en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il écrit des briefs pour les grands sièges, genre l'ONU, enfin tous ces grands organismes, à propos de la situation des prisonniers de guerre en Arménie, enfin, du coup, des prisonniers de guerre arméniens. Et en fait, il écrit des briefs pour ensuite les présenter à ces organismes-là. Et il nous a dit, ça, c'est une telle responsabilité que j'aurais jamais eue. Et il est vraiment venu exprès, un mois après le début de son volontariat, pour nous remercier. Et on a une autre fille qui vient de France, qui est repartie là il y a 2 semaines, qui, elle, faisait de la recherche pour un organisme qui travaille avec le gouvernement. Donc elle a fait de la philo, elle a étudié la philo et la socio. Du coup, on lui a trouvé ce match-là. Et en fait, elle a fait de la recherche pour la réhabilitation des soldats handicapés après la guerre dans la société. Elle a interviewé tellement de monde, des soldats handicapés, des soldats non handicapés, des familles de soldats décédés ou non décédés. Un panel de personnes hyper large. Et en fait, elle a fait son rapport hyper sérieusement et elle nous a remerciés parce que c'était très sérieux, très concret. Là, elle est retournée en France parce qu'elle pouvait venir que 3 mois. Mais du coup, elle a envie de revenir parce qu'ils veulent lui proposer encore plus de choses à faire. Et ça peut aboutir à une embauche ou pas. Ça dépend vraiment des organismes dans lesquels ils font les stages. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ces personnes-là ont eu l'occasion de pouvoir travailler en fait dans certains domaines en fait dans lesquels ils n'auraient même pas pu faire dans leur pays. Ah ouais. Ok. Donc En fait, c'est ça. Ils auraient pu le faire dans leur pays, mais après des années et des ouais, années d'expérience. Là, c'est direct. Ils arrivent et tout de suite, c'est concret. Et les entreprises, les organismes, parce qu'on a aussi des organismes gouvernementaux, sont hyper preneurs de ça, du savoir-faire de quelqu'un de l'extérieur. D'accord. Et au minimum, ça peut durer combien de temps? Et au maximum également, ça peut durer combien de temps? En fait, Birthright Armenia, c'est assez strict parce qu'on veut vraiment que ce soit concret, l'expérience. Du coup, minimum, c'est 9 semaines. Ok. Après certains paliers, il y a donc 9 semaines, c'est le minimum pour pouvoir être remboursé du voyage à hauteur de 50%. Et puis après, en fonction des paliers, toutes les infos sont sur le site, on est remboursé de plus en plus. Et maximum, c'est 1 an. Et nous, on privilégie vraiment le long terme et la moyenne, c'est 4 mois et demi, la moyenne de tous nos bénévoles. Ok, d'accord. Ouais. Et en général, est-ce que, ça doit être rare les personnes qui restent que pour le minimum, on va dire, ou ça arrive? Pendant la guerre, on a eu une énorme adrénaline de la part de la diaspora et ils ont tous, parce que nous, pendant la guerre, on avait un rôle de connecteur entre la diaspora et l'Arménie. Parce qu'on est fiable, on est crédible et on a plus de 2000 participants à Birthright. Du coup, ils nous connaissent et en fait, ils ont commencé à postuler en masse pour venir en Arménie, mais c'était clairement pour du bénévolat d'urgence, c'est-à-dire lié aux produits d'hygiène, à la nourriture, aux vêtements qu'on pouvait envoyer en Altar ou aux familles de réfugiés. Du coup, là, on a fait exprès un programme assez court parce qu'il y a des gens qui pouvaient juste venir vite fait et repartir vite fait. Mais l'idée, c'est pas ça. Donc, en fait, rapidement, nous, on a repris le programme de base. On a arrêté ce programme spécial urgence qu'on avait appelé For Victory. Et du coup, en fait, on est revenu, on s'est reconcentré sur le long terme parce que, franchement, honnêtement, donc ça fait 1 an que je suis en Arménie. J'ai vu le Covid en Arménie, j'ai vu la guerre en Arménie. Et en fait, là, l'après-guerre, c'est que c'est pas fini. C'est-à-dire que l'adrénaline, elle est redescendue auprès de la diaspora, mais non, en fait. Et non, et c'est maintenant, c'est vraiment maintenant. Et en fait, il faut venir plus longtemps. Donc, nous, on favorise à fond le long terme. Après, les gens qui sont venus rapidement, ils n'ont pas forcément le temps. Mais alors, franchement, dans 85% des cas, ils prolongent. Ils viennent pour 3 mois, ils rajoutent 1 mois, ils rajoutent 1 mois, ils rajoutent 1 mois, et jusqu'à 1 an. Dans 85% des cas. C'est impressionnant. Et tu nous dis du coup que ça fait 1 an que toi, tu es en Arménie. Ton parcours, du coup, comment est-ce que t'en es arrivé là d'aller aller vivre en Arménie? Franchement, c'est en fait moi je suis née en France. Mes parents, en fait moi je suis la première génération de ma famille. Mes parents, ma mère est née à Yerevan, mon père à Tbilissi,
Mes parents ont grandi dans l'Arménie soviétique. Donc, c'est pas les anciennes familles qui sont venues migrer en France. Du coup, j'ai grandi dans l'éducation arménienne à fond. Et j'ai été très loin de tout ce qui est école arménienne et tout. Moi, je connais l'arménien d'Arménie parce que mes parents l'ont parlé. Et j'avais franchement une trop bonne situation en France. Je travaillais au ministère de l'Éducation nationale. J'avais un super job dans la communication digitale. Enfin, j'étais très bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, franchement, l'Arménie, ça m'appelle. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir parce que je venais que pour le tourisme et pas beaucoup en plus. Mais ça m'appelle. Et du coup, en 2019, j'ai décidé de venir. J'ai rencontré quelqu'un de Birthright. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'ai dit, du digital, marketing digital. Et il m'a dit, ça t'intéresserait de venir travailler chez nous? J'étais là, oui. Mais du coup, en 6 mois, je suis venue. Mais j'ai vraiment tiré un trait sur quelque chose que j'avais. C'est-à-dire que je me suis vraiment... Je sais que j'ai un job, donc c'est peut-être plus facile à dire, mais je me suis jetée dans la gueule du loup. C'est-à-dire que mon salaire est bien... Enfin, il est nettement inférieur à celui que j'avais en France. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Et en fait, ça fait 1 an que j'y suis et j'ai un challenge parce que j'ai pas du tout la même mentalité que les gens d'ici, mais en même temps, il y a des gens tellement intéressants et je pense vraiment qu'il faut vivre ici pour côtoyer les locaux qui n'ont pas du tout la même mentalité que peut-être les Arméniens de l'ère soviétique. Et en fait, c'est pas si dérangeant que ça, quoi. On a plein de choses à apprendre en tant que diaspora et à apporter. Et à apporter, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus dans les détails les logements, comment est-ce que ça se passe pour du coup les personnes qui décident de s'inscrire et de faire Birthright arménien? Ouais. Alors, c'est bien que tu me poses ce genre de questions parce qu'il y a tellement d'infos que, ouais. Du coup, en fait, les logements, c'est que, en fait, nous, on a des familles d'accueil. On a en ce moment donc 30 familles d'accueil actives à Yerevan et à Gyumri parce qu'on est aussi présent à Gyumri et à Vanador l'été. Et en fait, donc nos familles d'accueil, si le bénévole veut venir en famille d'accueil, on le place dans une famille d'accueil. Okay. Pour comme ça, son arménien, il est amélioré et puis il vit vraiment la vie genre immersive en Arménie. Sinon, s'il n'a pas envie, c'est à la charge du bénévole. On l'aidera à trouver peut-être un logement si besoin, s'il a du mal, mais le logement est à la charge du bénévole. Ok. Et est-ce que à terme, du coup, ça a incité, on va dire, certains Arméniens de diaspora à rester vivre en Arménie parce qu'ils ont trouvé une opportunité comme toi, par exemple, où justement ils se sont dit, ouais, enfin, je veux finir ma vie ici, quoi. Je retournerai pas chez moi. On en a tellement. Ouais. En fait, sur les 2000 participants qu'on a, aujourd'hui, dans le pays, on en a 250. Donc 10% qui sont restés en Arménie. Mais moi, en 1 an, typiquement, il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui était venue que 1 mois parce que dans Birthright, il y a un petit programme qui s'appelle Birthright Light pour les gens de 25 ans et plus qui ont un métier, qui peuvent le faire 4 semaines. Ils viennent 4 semaines, ils apportent leur savoir-faire et ils s'en vont. Elle est venue 4 semaines en se disant, je viens et je repars parce que j'ai un job dans la mode aux États-Unis. Et en fait, elle a travaillé dans un projet qui a été créé pendant la guerre pour donner de l'emploi aux femmes réfugiées d'Artsakh dans la couture. Donc l'idée, c'était de créer des ateliers de couture et d'en créer un à Stepanakert. Ce projet a pris une telle ampleur. Elle, avec son savoir-faire de styliste, elle est venue, elle a dessiné des modèles et ils l'ont embauchée en fait. Du coup, mais on ne s'y attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir en disant, en fait, je reviens dans 1 mois. Le temps de retourner au pays, de démissionner, de tout préparer. Et 1 mois après, elle est revenue. Et elle est trop contente. Mais elle, c'était pas du tout prévu. Et on en a d'autres qui se font embaucher aussi. Et il y en a qui viennent. Et en fait, avec Birthright, il se crée un tel réseau ici. Parce que vraiment, au-delà de... Donc, l'idée, c'est le bénévole doit faire 30 heures par semaine. Donc, c'est comme un vrai travail. Ouais. Et dans la semaine, nous, on organise des forums, des trucs avec des professionnels, genre le CEO de Vivacel qui va venir expliquer son parcours. Et en fait, ça crée un énorme réseau. Et Yerevan, c'est vraiment tout le monde se connaît. Et Gyumri, pareil, en Arménie, en fait. Et du coup, avec le réseau, ils peuvent avoir trouvé un autre travail ailleurs. Et du coup, ils restent en Arménie. Et il y en a qui créent des business. Ok. Du coup, est-ce que c'est vrai que dans un sens, ça favorise aussi la création d'emplois, de nouveaux emplois en Arménie? Donc, c'est également bénéfique, donc, en tant qu'Arménien de diaspora, de venir en fait créer de nouvelles opportunités. C'est ça. Ouais, donc c'est aussi intéressant pour eux. Et est-ce que, du coup, par exemple, l'épidémie, notamment bien évidemment la guerre, a freiné un petit peu l'avancée de l'organisation ou pas spécialement? Au contraire, ça a favorisé, ça a donné envie en fait aux personnes de venir travailler en Arménie? Alors, l'épidémie, non, elle a clairement freiné. Franchement, à titre d'exemple, généralement, par an, on a 200-250 bénévoles qui viennent. L'année dernière, on en a eu 70 dans toute l'année. C'est vraiment très faible à cause du Covid, parce que tout était fermé. Donc ça, ok, gros problème. On a vraiment réduit les budgets. Nous, on fait des excursions tous les samedis parce qu'on veut aussi que la diaspora découvre l'Arménie. Donc, on les emmène à différents endroits de l'Arménie. Samedi prochain, on va à Tatev, par exemple. Et en fait, donc tout ça, on a arrêté.
Par contre, la guerre, ça a été un accélérateur. C'est-à-dire que là, tout le monde a postulé. Tout le monde. Mais pas forcément pour les bonnes raisons. Franchement, je préfère être honnête. C'était pas pour les bonnes raisons. On comprend l'adrénaline. On était tous dans un état complètement second. Et on était trop contents que la diaspora vienne en masse, au point où même, genre, le bureau de la diaspora ici, le commissionnaire, je sais pas le dire en français. Mais du coup, genre, le bureau de la diaspora ici est venu nous voir en disant, s'il vous plaît, prenez en charge toutes les demandes. Nous, on va se concentrer sur, genre, les médecins, les psychologues qui veulent venir et tout pour les soldats. Vous prenez en charge toutes les demandes de la diaspora qui veut absolument venir aider. Du coup, on l'a fait, c'était intense. Mais là, on a eu énormément de demandes. Mais là, franchement, depuis février, ça baisse. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Franchement, on ne peut pas laisser faire ça, en fait. Ça ne peut pas baisser maintenant. Bien sûr. Et en général, comment est-ce que les Arméniens de diaspora sont accueillis en Arménie? Dans les familles d'accueil, j'imagine que ça doit être un échange avec du coup un Arménien de diaspora qui vient de tous les pays en plus, parce que vous accueillez vraiment des personnes de tous les pays. De partout, ouais. Alors, tout ce qui est famille d'accueil, ça se passe super bien parce qu'ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Nous, on paye les familles d'accueil. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un élément important, c'est que ça aussi, ça contribue toujours à l'économie. On les paye, enfin vraiment pour que ils puissent aussi être à l'aise. Donc ça se passe toujours bien niveau famille d'accueil. On demande vraiment aux Arméniens de la diaspora qui viennent. C'est-à-dire qu'on a toujours une petite session de training au début où on explique bon, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez dans une famille arménienne. Juste un respect, quoi. Vous amenez pas des gens comme ça à pas d'heure et tout ça, c'est important. Mais tant qu'il n'y a pas ce problème-là, ça se passe toujours hyper bien. La famille est toujours super contente. Le bénévole est toujours super content. Si jamais il n'est pas content, tout de suite, ils nous le disent, on les change de famille d'accueil si jamais il y a un problème. Ça arrive rarement, mais on le fait. Tout comme les placements, les stages. C'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est flexible aussi. S'il y a un problème et qu'ils n'aiment pas, on les met ailleurs. Jusqu'à ce qu'ils soient pleinement épanouis. Ça, c'est très important pour nous. Et par contre, avec les locaux ici, bah ça, c'est... En fait, nous, notre but, c'est aussi que la diaspora se mêle avec les locaux. Très important. Du coup, on va favoriser ça. Après, c'est plus... ça dépend de chacun, en fait, et de la personnalité de chacun. Il y a des challenges. Il faut quand même être ouvert au fait que tu arrives dans un pays où ils ne sont pas comme toi. Il ne faut pas les prendre de haut, les Arméniens. Moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Il ne faut pas être condescendant. On n'est pas mieux qu'eux. Il y a des choses qui nous apportent que personne d'autre peut nous apporter. Et on la connaît, l'hospitalité arménienne, la chaleur arménienne. Elle est impressionnante. Moi, j'ai quitté la France pour ça, parce que je devenais trop froide et que ça tenait plus avec ma famille. J'adore ma famille, mais je sentais que je devenais trop froide, trop parisienne. J'ai dit, bon, allez, je vais en Arménie, je vais rajouter un peu de la chaleur dans mon cœur. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est les Arméniens qui me l'apportent. Et il y a d'autres choses où, oui, nous, on peut leur apporter des choses, mais c'est toujours dans les deux sens. Très important, ça. Et du coup, pour la nationalité des participants, c'est très varié. C'est vraiment des quatre coins du monde. Ouais, en fait, j'ai dit 2000 participants. On a 2000 participants. On en a eu. 1000 viennent des États-Unis quand même. Donc 50% vient des États-Unis. Et juste après, c'est la Russie avec 150 participants, juste pour que genre, vous voyez le gap. Et après, c'est le Canada, le Liban, la France aussi, c'est pas mal. L'Allemagne, l'Amérique du Sud de plus en plus. C'est ça les plus gros pays où... Ouais, les plus, Est-ce qu'il y a, à partir d'un certain âge, où c'est... on peut participer à Birthright Armenia jusqu'à quel âge à peu près? Donc 21-32 ans, c'est ça, la tranche d'âge. Mais ça, juste un petit truc, 21-32 ans Birthright, mais du coup, il y a l'organisation sœur qui est AVC pour tous les plus de 32 ans et les non-arméniens. Donc ça peut continuer après. Exactement. C'est les mêmes partenaires. En fait, moi, je suis directrice marketing de Birthright et de AVC, des deux. Et en fait, là, en ce moment, on a une sœur, une fille de 28 ans qui fait Birthright. Et en fait, son frère, qui a 36 ans, il fait AVC en même temps. OK. Donc, ouais. Et il y en a qui viennent... on a une fille d'Iran, une Arménienne d'Iran qui fait Birthright. Et sa mère, elle est venue, elle fait AVC. En ce moment, on a beaucoup de cas comme ça de gens qui viennent avec leur père ou leur mère ou leur frère ou leur sœur ou leur petit copain ou petite copine. On l'a beaucoup aussi, qui est non arménien. On l'a beaucoup, ça aussi. Et est-ce que dans le programme, par exemple, dans les semaines, ils sont accompagnés, du coup, par exemple, pour faire des visites en Arménie? Parce que c'est vrai que en suivant les pages Instagram, on peut voir un petit peu les groupes qui visitent un petit peu le pays. Et donc, ils ont l'opportunité aussi, d'un sens, de pouvoir voyager, oui, un petit peu l'Arménie. Bah, c'est ça, en fait, tous les samedis, les excursions qu'on fait, c'est pour découvrir les coins de l'Arménie. Et on faisait des grands week-ends, on faisait 4 fois par an, on faisait Artsakh, à chaque saison. Qu'on va peut-être pas faire, ça je sais pas trop, c'est un peu flou même pour nous. Et ça c'était les meilleurs voyages, franchement, c'était les meilleurs souvenirs de nos bénévoles. Et on avait des familles d'accueil à Chouchi aussi qui s'occupaient de garder nos bénévoles quand on y allait. Et en fait, oui, ça c'est très important parce qu'on se dit que c'est quand même un truc
un gros argument de venir voir. Et c'est les meilleurs moments. C'est là où tous les bénévoles se rencontrent et qu'il y a vraiment des groupes qui se créent et des cohésions entre tous les pays. Et c'est impressionnant. Ouais. Et est-ce que du coup, qu'est-ce que du coup les Arméniens de la diaspora apportent en soi à l'Arménie et en quoi est-ce que c'est vraiment très important qu'ils s'intègrent dans la vie active en Arménie? Franchement, je vais donner un exemple très concret et assez récent de cette année. C'est vraiment genre du début à la fin. C'est un Arménien donc de France, qui a entendu un live que j'avais fait à l'époque. Parce que lui, à ce moment-là, il voulait venir, après la guerre, il voulait venir en Arménie, il s'est dit, il faut que j'aille en Arménie, absolument, mais je ne sais pas quoi faire. Là, il a vu, genre, vous voulez aller en Arménie, vous ne savez pas quoi faire, écoutez le live. Il a écouté le live, juste après, il a postulé. Il a dit, je suis ingénieur, genre, mon contrat, il est terminé en France, je suis ingénieur en mécanique, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Là, l'équipe qu'on a sur les job placements, elle a commencé à se démener, et en fait, on l'a mis en contact avec une start-up que personne connaît ici, qui s'appelle Arm Bionics, qui s'occupe d'imprimer en 3D des prothèses, des bras. Okay. Du coup, on l'a mis en contact avec cette start-up qui était vraiment pas très développée, parce qu'il n'y avait qu'une fille, en fait, qui l'avait fondée. Il est venu, il a commencé en tant qu'ingénieur en mécanique là-dedans. Au début, il se plaignait un peu. C'est-à-dire qu'il disait que c'est pas facile, parce que c'est pas facile. Nous, on a notre entraînement de l'extérieur, et ici, le rythme, il n'est pas pareil. Les Arméniens n'ont pas le même rythme. Et c'est un vrai truc. C'est réel, c'est un challenge, c'est compliqué. Ils ont un rythme plus lent, plus tranquille. Du coup, c'était un peu compliqué. Et franchement, il a pris le truc à bras-le-corps et il a porté la start-up. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le leader de cette start-up dans le sens où il fait de la com, il passe des coups de fil, il essaie de trouver des subventions et il a des subventions, 15 000 € par-ci, 20 000 $ par-là. Et ils vont tellement loin, ils se développent tellement vite. Et ça, franchement, c'était en 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il est là. C'est impressionnant. Et il a 24 ans. Ah ouais. Et là, il veut plus partir. C'est-à-dire qu'il dit, mon Dieu, il dit, c'est exactement ce que je voulais faire. Et là, c'est concret de gars, c'est ça qu'il a apporté. Ça a été compliqué au début. Il a continué à essayer. Il s'est pas dit une fois, ouais, c'est un bénévolat, un volontariat. Bien sûr qu'il veut trouver un travail en Arménie maintenant qu'il a décidé qu'il voulait rester, parce qu'il veut rester. Bien sûr que sur le long terme, il faut gagner de l'argent. Mais là, aujourd'hui, son but, c'est de développer cette start-up pour pouvoir aller plus loin parce qu'il y a des soldats qui ont besoin de prothèses, en fait. Et ça va à une vitesse, c'est impressionnant. Et même les médias locaux arméniens commencent à parler de cette start-up. Okay. Et c'est franchement, et la fondatrice de cette start-up, elle n'arrête pas de nous remercier. Parce que c'est là où nous, notre rôle, on l'a fait, d'avoir connecté deux personnes, deux parties, qui ont tellement bien matché et qui s'apportent concrètement quelque chose. Donc, ouais, comme tu l'as dit, en fait, c'est-à-dire que l'expertise en fait d'une personne donc, venue de la diaspora qui intègre du coup, on va dire l'expertise en fait en Arménie. Au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais après, c'est une question d'habitude et de persévérance. Voilà, de persévérance pour essayer d'adapter le travail mutuel des deux côtés. Exactement. En général, c'est compliqué justement de pallier en fait l'expertise en fait d'une personne venue de diaspora avec quelqu'un qui vit déjà en Arménie, on va dire. Pour la manière de travailler, la manière de faire, les mentalités? Ça dépend. Ça dépend des secteurs. Par exemple, dans l'enseignement, il faut, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est-à-dire qu'après l'éclatement de l'Union soviétique, l'enseignement, l'éducation, les programmes se sont perdus en fait. Donc l'Arménie n'a pas forcément de programme. Du coup, c'est un peu à l'arrache, l'enseignement. Du coup, nous, nos bénévoles, ils viennent, ils donnent des cours, c'est concret, mais c'est quand même pas à temps plein. Ils donnent des cours dans leur secteur. Du coup, l'enseignement, par exemple, c'est un secteur qui est difficile, qui est pas facile pour tout le monde. S'il y a un bénévole qui vient et qui est hyper sérieux et qui veut aller loin et qui a énormément d'ambition, il va être obligé de se rendre compte que c'est pas forcément facile dans l'enseignement. Mais après, il peut trouver d'autres alternatives. Il peut trouver d'autres moyens. Là, on a une bénévole qui fait de l'art-thérapie et qui enseigne un peu les arts et qui fait en même temps de la thérapie avec des enfants réfugiés de Halsar. Parce qu'on a beaucoup, c'est quand même la thématique principale en ce moment. Du coup, ça peut être très difficile, mais il y a des organismes qui ne demandent que ça, en fait, qui sont hyper preneurs. Et on a plus ce cas de figure-là, quand même, que l'autre. Okay. Mais la réalité, quand même, il faut la connaître. Alors, on a 2 questions des auditeurs. Donc, la première, c'est basé sur du volontariat. Donc, les stages ne sont pas rémunérés? Non, ouais. D'ailleurs, c'est comme les stages de fin d'études, ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a aussi ce principe-là. Il y a beaucoup de gens qui font des stages de fin d'études, au lieu de le faire dans leur pays, ils viennent le faire en Arménie. C'est des stages non rémunérés, ouais. Ok. Et on a une autre question. Est-ce que tu peux nous parler du processus de recrutement des volontaires? Alors, en fait, sur le site Internet, on a une petite section qui s'appelle Apply Now. En fait, c'est un formulaire. Donc, c'est vraiment sur le site, c'est en rouge, c'est assez visible. C'est un formulaire qu'on demande de remplir.
c'est un peu strict dans le sens où on demande 2 ou 3 lettres de recommandation, peut-être 3, je ne me rappelle plus. J'avoue que là, il faut voir sur le site. Parce que, en fait, on est aussi responsable auprès de nos partenaires, auprès de toutes les entreprises dans lesquelles, parce qu'il y a aussi le gouvernement, il y a des organismes gouvernementaux. Et en fait, on a eu à l'époque beaucoup de cas où le bénévole n'était pas très sérieux. Et ça, c'était pas ouf dans les 2 cas. Et c'est pas des vacances, en fait. C'est ce qu'on dit, en fait. C'est pas des vacances. On comprend la réalité de oui, tu gagnes pas forcément d'argent au début. Après, il y en a qui donnent des cours de français, enfin, moi je parle de la France, des cours de langue en parallèle et qui gagnent des sous comme ça. Mais en fait, ça doit être strict parce que ça doit être sérieux. C'est pas des vacances. Du coup, la seule contrainte de ce formulaire, c'est ça, on va dire. C'est les lettres de recommandation. Ensuite, si le nom de famille est arménien, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si le nom de famille n'est pas arménien, il faut qu'on ait une preuve de l'héritage arménien. Okay. Donc, ça peut être acte de baptême, acte de naissance, acte de naissance du père, de la mère, peu importe. Mais une preuve. Mais sinon, le formulaire, il est sur le site et il y a plusieurs étapes. Mais il est assez facile à remplir. Et on demande aussi une petite motivation, quoi, un petit paragraphe de motivation. C'est important pour nous, pour connaître. Et ensuite, à partir de là, on a une interview avec Sevan Kabakian, qui est le directeur de Birthright. D'accord. Pour reconnaître le bénévole, pour très bien le connaître et pour le détendre, parce qu'on en a beaucoup qui sont stressés. Et en fait, ça le détend, genre, t'inquiète pas. Et ensuite, comme ça, direct, on peut déjà penser à où est-ce qu'on va le placer. D'accord. Par rapport à ce qu'il aime faire ou tous ses intérêts, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de découvrir, en quoi il peut être utile ou pas. D'accord. Et du coup, sur la terminale, c'est une équipe de combien de personnes? Est-ce qu'à chaque fois, vous avez des personnes qui s'occupent de rechercher des stages, des personnes qui s'occupent de gérer les excursions? Ouais. Comment est-ce que l'équipe est organisée? C'est exactement ça. Alors moi, je suis donc directrice marketing, on est 3. Parce qu'il y a Birthright et VC et moi. Ensuite, on a la coordinatrice des volontaires. Donc, c'est elle qui s'occupe de prendre contact une fois que le formulaire a commencé à être rempli. C'est le premier contact avec le bénévole. On n'en a qu'une, Lilith. Ensuite, on a une fille qui s'occupe des familles d'accueil et des cours de langue. C'est la même personne. Et aussi du support psychologique. Parce que c'est important que... Enfin, c'est pas facile pour tout le monde. Pour la diaspora, j'allais dire dans les 2 sens. Non, mais... Elle est là pour le staff et elle est là aussi pour la diaspora si elle a besoin de conseils. On a un spécialiste des excursions qui s'occupe de toutes les excursions et qui les emmène en excursion tous les samedis. Et on a 3 personnes qui s'occupent de placer dans les entreprises. Ok. Plus le directeur. On est à peu près... Et on a la même... Enfin, non, à Gumbriand, ils sont 2, les pauvres, alors qu'ils ont le même travail. On est à peu près 14 en tout. Ok. Et j'ai une question donc un peu plus vaste. Est-ce que, en fait, on peut quand même se pencher sur l'importance qu'a la diaspora pour l'Arménie. Du coup, avec ce genre d'organisation-là, c'est vrai qu'en tant qu'Arménien, du coup, c'est hyper important de pouvoir apporter sa richesse et surtout de recevoir en retour de l'Arménie. Est-ce que tu penses que c'est vraiment très important, du coup, c'est le rôle que vous jouez, vous, sur place aussi, que chaque Arménien de diaspora puisse vraiment avoir cette expérience-là en Arménie? En fait, ouais, c'est important. Et moi, si je reste en Arménie, là, parce que comme j'ai dit, j'ai mis ma vie de côté. Clairement, j'ai mis ma vie de côté. Je suis venue toute seule, alors que moi, je suis très proche de ma famille. Enfin, voilà. C'est parce que je crois en ce qu'on fait, dans le sens où, ouais, la diaspora, elle doit venir. Et encore une fois, on peut me dire que c'est facile à dire parce que j'ai un travail. Mais encore une fois, c'est pas le même travail que j'avais en France, en termes d'avantages. Mais en fait, ouais, je dis pas à tout le monde, genre, donnez-vous une mission de vie. Parce que c'est pas... Psychologiquement, ou émotionnellement, c'est pas toujours facile de donner une mission de vie parce que ça peut être dur. Mais ce que je dis souvent, c'est mettez votre vie de côté parce qu'on est vraiment très privilégié en tant que membre de la diaspora. La majorité, je dis pas tout le monde évidemment, mais on l'est quand même. Et en fait, c'est vraiment genre essayons de mettre notre vie de côté un peu. Si on est aussi patriote que ça, il faut qu'on voit le pays. On est obligé, si on est patriote, on est obligé de voir le pays, de voir comment ça se passe sur place. Et moi, je n'avais pas forcément cette compréhension avant d'arriver. Là, ça fait 1 an que je suis là et je le sais. Et moi, je suis légitime parce que ça fait 1 an que je suis là et j'ai mis les mains dedans, j'ai mis les pieds dedans. Moi, je vais dans les villages avec une autre asso dans laquelle je suis impliquée. Je vais prendre du congé sans solde cette année pour aller dans un village, m'occuper des enfants parce que ça fait partie de moi et que je ne vais pas arrêter parce que je suis en Arménie sous prétexte que... Mais c'est vraiment, venez et en fait, vous savez, vous avez des choses à apporter évidentes, sans être condescendant, sans être prétentieux. Vous avez des choses à apporter. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais c'est trop facile du pays où on est de donner des leçons à l'Arménie. Et ça, c'est quelque chose, avant, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus entendre. On ne peut pas donner des leçons à l'Arménie tant qu'on n'est pas venu ici et qu'on ne l'a pas vécu. Ici, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, ils n'ont pas les mêmes priorités que nous.
clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de mener nos combats. Par exemple, je suis un tout petit peu féministe. Un tout petit peu, j'adore ça. Je suis un peu féministe quand même. J'ai mes principes et mes valeurs. Je ne vais pas arriver en disant hey, les femmes, réveillez-vous, c'est bon là. Bah non, parce que les femmes, elles n'ont pas les mêmes avantages financiers que nous, on peut avoir dans notre pays. Elles dépendent des hommes pour la plupart. Mais par contre, dès que je vois qu'il y a une fille qui a envie de s'exprimer, moi, je suis hyper ouverte. Vas-y, viens, on en discute. Vas-y, viens, on parle de tout. Ça ne me dérange pas. Une locale, hein, je parle que des locaux. Et on en parle et elles sont à l'aise. Et je vois qu'il y a plein de choses à dire. Toujours cet équilibre qu'on peut apporter quelque chose. On doit apporter quelque chose, on ne doit pas être condescendant, mais par contre, c'est un risque qu'on doit prendre et franchement, il faut l'essayer. Quitte à ce qu'on vienne, on n'aime pas, on retourne, mais au moins, on l'a vu et on aura un autre lien avec l'Arménie. Et ça, après la guerre, franchement, moi, j'y comprenais rien. Honnêtement, je n'y comprenais rien à la situation de l'Artsakh avant de venir en Arménie. J'étais obligée de m'impliquer parce qu'on était en plein dedans ici. Je m'y serais peut-être pas impliquée de France. J'en sais rien. Je ne peux pas le dire parce que j'y étais pas. Mais c'est vraiment après la guerre, tu te dis, mais non, en fait, les gars, là, ici, je parle pas de politique, mais on sait tous que c'est un peu la galère. Nous, on doit continuer à faire des efforts, on doit venir, En fait, si, c'est une mission de vie. J'aime pas ce mot parce qu'il est lourd, mais en vrai, est-ce que dans une vie, d'avoir quelques mois de sa vie où c'est un peu lourd, est-ce que c'est la fin du monde? Franchement, non, quoi. On peut le faire. Et si c'est chiant, on retourne dans notre pays, pour la majorité, on a notre famille, nos amis qui nous attendent, on a quelque chose. En plus, on a la chance d'être très proche de nos familles. Jamais nos parents nous diront non, vas-y, reste dehors. Je parle pas de la majorité parce qu'il y a forcément des exceptions. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Du coup, c'est vraiment prenez un risque et apporter quelque chose à l'Arménie. C'est possible. Ok. On a des questions en commentaire. Comment se finance Birthright? Alors, avant, il y a longtemps, il y a peut-être 7-8 ans, c'était encore sur le principe de donation parce que c'est une fondation. Et en fait, ils ont arrêté complètement. Edel Ovnanian, elle a complètement arrêté ce principe-là. Et en fait, c'est complètement ses fonds à elle, en fait. Elle a je crois, elle est dans l'immobilier aux États-Unis. Elle a une grosse structure. Enfin, la famille Ovnanian, on la connaît. Ils ont même des structures ici. Et elle investit. Mais en fait, elle gagne pas de sous, en fait. Elle est à perte. Je pense que c'est ses fonds à elle qu'elle investit dans Birthright. Elle investit dans tellement d'autres projets en Arménie. Et en fait, donc, il n'y a plus de donations. Le principe, c'est fini les donations. C'est que elle qui investit dans sa fondation. Ok. Et est-ce que Birthright a une présence en France? Non. Un bureau, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Oui, ou des membres qui vont, on va dire, être contactés par des personnes ici directement en France ou des représentants? Alors, non officiellement. Par contre, on a des anciens participants de France qui parfois se donnent ce rôle-là d'ambassadeurs, qui deviennent un peu nos ambassadeurs en organisant des présentations, quand c'était encore possible, et qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs, mais on n'a pas des membres du staff qui sont en France, qui sont basés en France, non. On est ici et aux États-Unis parce qu'il y a le siège social aux États-Unis. Ok. Bah, écoute, c'est une très très belle organisation. On espère surtout que ça sensibilisera beaucoup d'Arméniens de diaspora. J'espère vraiment. Vont se rendre compte que chacun, comme tu l'as très bien dit, à notre échelle, on peut apporter quelque chose et bien évidemment recevoir en retour de l'Arménie. Et on espère surtout pour Birthright que vous aurez beaucoup de candidatures après ça. À venir. Et il me semble que toutes les informations, vous avez un site internet et une page sur les réseaux? Ouais, en fait, on a le site internet, toutes les infos sont dessus. Nous, sur les réseaux sociaux, donc moi, je suis responsable de ça, on répond à toutes les questions. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter s'il y a des gens qui ont des questions, j'ai peut-être pas apporté la réponse là où c'était un peu fouillis. On est à fond. C'est-à-dire que dans moins de 24 heures, on va répondre à toutes les questions parce qu'on veut être le plus clair possible. Sur Instagram, on partage beaucoup les stories de nos participants actuels parce qu'on veut montrer le plus possible ce qui se passe, en fait, ce qu'on fait ici. Donc, vraiment, s'il y a des gens qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous les poser sur Instagram ou Facebook, c'est là où on est vraiment très, très actifs. Et voilà, n'hésitez surtout pas. Ok, merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions-là. Merci pour ta présence à l'instant. Merci à toi. Merci à tous les auditeurs et très très bonne soirée à tous.